peut-elle se passer de son territoire? Peut-elle se satisfaire de l'exploration des territoires lointains ou imaginaires? Et surtout, à l'heure du réchauffement climatique et des polémiques sur les pesticides, le cuisinier se retrouve-t-il devant une nouvelle responsabilité? Pour en parler, nous avons 3 invités. Sylvain Picard, chef jardinier d'un potager de 4 hectares dans la Sarthe. Virginie Giboire, chef étoilée du restaurant Racine à Rennes, qui fait partie des rares femmes distinguées par le guide Michelin. Et Jérôme Joadet, chef nature de la Table des Pères au Château des Pères à Piré-sur-Sèche en Ille-et-Vilaine. Et avec eux, Claire Thévenoud, journaliste à Ouest France. Bonjour à tous, bonjour à mes invités, bonjour au public et bienvenue à la table ronde, sans doute la plus gourmande des assises. Je ne prends pas trop de risques en disant ça, puisque nous allons parler de cuisine et de territoire. Et de cuisine et de territoire par rapport au de cuisine et de gastronomie, pardon, par rapport au territoire. Vu des cuisines, le territoire, c'est bien sûr le terroir, c'est-à-dire le rapport entre une société donnée, une société locale et son périmètre agricole. Mais c'est aussi les spécialités, les plats traditionnels, les mogettes de Vendée, le saucisson brioché ou la côte-rillade. C'est aussi les produits bruts que l'on transforme et que l'on sert à sa table. Et plus largement, on fait référence aux origines des produits, mais aussi des gens qui les transforment, leurs racines. C'est de tout ça que nous allons parler. Et pour en parler, j'ai réuni des professionnels qui sont jeunes et qui osent bousculer les codes, qui partagent une nouvelle façon d'envisager la cuisine. Ils mettent le produit au centre, ils respectent la nature, sa nature, la nature du produit, et ils se rapprochent des lieux de production. Est-ce que ce phénomène est nouveau? Est-ce que ce mouvement est nouveau? C'est ce que nous allons voir. Alors d'abord avec Jérôme Joadet, qui est chef à la Table des Pères à Piré-sur-Sèche, en Ille-et-Vilaine. Piré-sur-Sèche, c'est pas facile à dire. À qui je vais poser ma première question, mais je vais d'abord vous dire 2 mots de Jérôme. Jérôme, il a 36 ans. Et ce qu'on peut dire de Jérôme, le mot qu'il définit le mieux, je pense, c'est le mot indépendant. C'est presque un autodidacte en cuisine, encore qu'il ait un BTS d'hôtellerie-restauration, passé à Dinard. Mais depuis son enfance à Bain-de-Bretagne, qui n'est pas si loin de Piré-sur-Sèche, jusqu'à son travail de chef aujourd'hui au Château des Pères, en passant par l'auberge de Léon le Cochon, à l'ouverture de laquelle il a participé en tant que second, et puis jusqu'au Bruit qui court, le restaurant qu'il a tenu à Château-Giron pendant 6 ans. Jérôme, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Jérôme n'a eu de cesse que de se forger son propre chemin. Il n'a pas voulu aller, par exemple, en apprentissage classique, parce que l'ambiance ne lui convenait pas, les façons de faire ne lui convenaient pas. Il a tracé sa propre route à partir donc de cette enfance à Bain-de-Bretagne, où il a grandi à la campagne, près de la ferme de ses grands-parents paternels et maternels, où il a passé beaucoup de temps, où on tuait le cochon et où les repas de famille étaient une vraie fête. Il s'est nourri des écrits de René Redzepi, qui est un chef de Copenhague, le restaurant Noma. Il s'est nourri aussi, il a questionné les façons de faire grâce à Hervé Tis, qui est un de ses mentors. Et aujourd'hui, il a une façon d'appréhender la cuisine qui est bien à lui. C'est devenu, juste un indice, un cueilleur d'herbes sauvages invétéré. Et il va vous dire, Jérôme, dites-nous quel lien vous avez avec votre territoire aujourd'hui. Bonjour à tous déjà. Pour moi, le territoire, c'est même plus une question ou une façon de travailler, c'est dans mon ADN. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se demander est-ce que ce qu'on fait, c'est en rapport avec notre territoire, vu qu'on est au cœur de ce territoire, entouré des personnes qui les composent, des produits qui les notifient. Donc après, ça peut être des produits... effectivement très clair comme une galette saucisse, on sait que là on y est, et puis après il y a des produits tout simplement qui poussent dans nos forêts, dans nos champs, des produits sauvages qui sont les marqueurs de ce territoire. Donc moi je me nourris de tout ça tout simplement, juste de ce qu'il y a autour de moi et des gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire que vous allez cueillir vous-même à la fois des herbes, des champignons, des cueillettes sauvages, mais aussi des choses dans votre potager. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, parce que le domaine des Pères est en train de créer un vrai univers
potager dans lequel vous allez aller puiser. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire de ce point de vue-là? Donc effectivement, le Château des Pères a toujours eu un potager puisque ça appartenait à des pères qui formaient des missionnaires pour partir en Afrique. Donc ils étaient formés à faire pousser différentes plantes et voilà. Donc ce jardin a toujours existé. Nous, on va juste chercher à lui redonner vie. Aujourd'hui, on écrit une nouvelle page du Château des Pères Voilà, et il avec la semblait jardinière. important que le jardin soit au cœur de ça. Et puis alors d'autant plus que la table des pères cherche vraiment à faire des produits frais, des produits de saison, de s'inspirer de ce qu'on a autour de nous. Donc pouvoir aller dans un potager, c'est vraiment, pour toute l'équipe et pour moi-même, c'est vraiment très enrichissant. Ça veut aussi dire qu'on est en train de choisir les légumes qu'on va faire pousser, les graines qu'on va Ça, choisir. c'est quoi, Jérôme? Donc ça, en fait, ce sont des bourgeons d'émérocale Voilà. qu'on a cristallisés avec du chocolat. Donc voilà, et donc ils sont givrés, donc ça nous permet voilà de. Là par exemple typiquement on a planté des émérocales, donc c'est comestible, mais le fait d'avoir le jardin, ça permet aussi de les ramasser au stade où ça nous intéresse. Donc parfois c'est fleurs ouvertes, là c'est en bourgeon. On peut faire aussi sécher les tiges et s'en servir comme une paille. Donc ça permet aussi d'exploiter à fond toutes les capacités d'un même produit et de ne pas juste le prendre quand il est le plus connu, sous sa forme la plus connue. Oui. Merci Jérôme. Merci. Virginie Giboire, 34 ans, elle a un parcours, vous avez un parcours un peu plus académique. Après un bac sciences économiques, vous êtes partie à l'école Ferrandi, une prestigieuse école à Paris, et vous avez eu l'occasion de travailler avec des chefs comme Guy Martin, comme Michel Troisgros, mais surtout avec Thierry Marx, que vous avez particulièrement sollicité pour travailler avec lui. Et vous y êtes arrivé, vous avez travaillé 6 ans avec lui, hein, Ouais, c'est ça? Mais parallèlement à tout ça, avec Thierry Marx, vous avez bien sûr travaillé beaucoup sur la transformation du produit, mais parallèlement à tout ça, vous avez toujours gardé un goût particulièrement marqué pour la cuisine de marché, ce qu'on appelle la bistronomie. Vous m'expliquiez. Quand vous êtes revenu cuisiner où vous avez grandi, à Rennes, vous avez intitulé votre restaurant Racine avec un S, forcément. Et c'était aussi en hommage à cette grand-mère avec qui vous avez cuisiné tous les mercredis après-midi et qui vous a donné le goût de la cuisine. Vous avez renoué avec vos racines. Et quand vous êtes arrivé ici également, vous êtes revenu à la cuisine traditionnelle, m'avez-vous dit, alors que vous aviez beaucoup travaillé sur la transformation du produit, les gélifications, le sous-vide. Là, vous êtes revenu à quelque chose de plus direct avec le produit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et comment? Alors ça a été un peu naturel dès le départ, c'est qu'en fait on a commencé à sourcer un peu tout ce qui était produit parce que nous on n'a pas de jardin. Sourcer, alors est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire sourcer un produit? C'est après rechercher les différents fournisseurs avec qui travailler, après voilà. l'inconditionnel marché des listes, donc tout le monde, tous les restaurateurs y vont au moins le samedi. Pas tous. Ceux qui s'intéressent vraiment aux produits ici. Voilà. Après, on a commencé à travailler là-dessus. On a mis à peu près 1 an pour trouver vraiment les gens avec qui on voulait travailler. Donc c'est de l'exploration. Voilà, c'est ça, pendant 1 an à peu près. Et puis après, travailler les produits bretons, pour moi, ça a été normal, quasi normal en fait. Donc, vous retrouviez votre univers voilà, c'est ça, ouais. Mais après, c'est aussi une éducation, parce que le samedi matin, quand j'étais enfant, on allait faire le marché des lys avec les parents. Donc, il y a toujours ces odeurs. Quand on arrive au marché, au milieu du marché, il y a l'odeur du café. Après, il y a l'odeur de la galette saucisse, il y a le poisson. Enfin, c'est des souvenirs d'enfance aussi. Donc, vous travaillez avec les souvenirs d'enfance. C'est les racines. Voilà. C'est ça. Juste, vous m'avez expliqué aussi que vous étiez revenu à la cuisine traditionnelle un peu par obligation aussi, oui, pour des raisons d'équipement. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer ça comment? En fait, quand on a repris, donc c'est vrai qu'à Paris, j'étais pas mal habituée à travailler tout ce qui était sous vide, transformation du produit et tout. Et en fait, au restaurant actuellement, on est arrivé avec une toute petite cuisine. On a une plaque, 2 feux, un four. Donc pas de matériel sous vide. Pas de matériel. Non, donc du coup, c'est vrai qu'on a. Alors, il y a eu quelques loupés. C'est sûr que on loupe une cuisson, mais du coup, tout est fait à la minute. Donc plus en direct avec les produits. Ouais. Et finalement, ça, c'est quelque chose que vous avez apprécié sur le four. C'est ça, ouais. Et pourquoi? Vous pouvez expliquer pourquoi vous appréciez particulièrement ça? Après, on en rigole un peu parce que je me suis rendu compte que je passais 500 grammes de beurre par service. Ah oui. C'est un peu énorme. Mais en fait, pour moi, le beurre, ça donne du goût à l'aliment, ça donne du goût au produit. Et du coup, c'est
c'est ce travail-là que j'aime, c'est qu'on peut juste avec du beurre, avec une cuisson, le transformer et sans passer par du sous-vide. Mais il faut que ce soit en direct, il faut que ce soit immédiat. Quoi. Et sur les producteurs locaux que vous avez découverts, en revenant ici, vous m'avez parlé d'Annie Bertin. Voilà. Et vous m'avez parlé de sa philosophie qui vous a séduite. Avant d'ouvrir le restaurant, on allait la voir sur place avec l'équipe parce qu'on voulait la rencontrer. Je la connaissais déjà de réputation et de nom, mais c'est sa démarche. Elle essaye un légume, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Elle s'adapte aux légumes. Voilà, c'est ça. Et elle est vraiment sur la saison. Alors le produit est vraiment brut, mais c'est quelqu'un de... Il faut la connaître. Mais après, il faut que le cuisinier s'adapte aussi au producteur, qui s'adapte au produit. Mais c'est l'idée de départ. Je trouve qu'on a le produit et après on le travaille. C'est pas l'inverse. Donc votre carte, en fait, dans votre carte, ce qui définit le territoire à votre carte pour vous, c'est ça. C'est la saison. C'est la saison et c'est le local. Oui. Le produit et le local. L'année dernière, par exemple, on a eu les petits pois en juin. On ne les aura pas. Les tomates, on les a commencées fin juillet. Mais oui, ce qui est normal en fait. Voilà, ce qui est normal en fait. Mais sur certaines cartes, on voyait déjà les petits pois en mars. Bien sûr. En Bretagne. Bien sûr. Donc, merci Virginie. Sylvain Picard, 45 ans. Alors c'est une autre histoire, mais qui se rapproche quand même de celle des chefs que l'on vient d'entendre. Sylvain est sartois et je le définirais comme un paysan jardinier qui a appris à la ferme aussi, puisqu'il était... Quand il était petit, il était souvent chez sa nounou qui était à la ferme, qui avait une ferme. Et il a appris tous les gestes de l'agriculture finalement dans ces années-là. Et il a fait comme par hasard un lycée agricole derrière, évidemment. Et puis, il était animateur nature à l'Arche de la Nature, hein, c'est ça, à l'Épau, au Mans. Oui. Quand un coup de fil est arrivé et un chef cherchait un jardinier. Pourquoi il cherchait un jardinier? Parce qu'il voulait se mettre à cuisiner des légumes. Il voulait passer de rôtisseur de viande à rôtisseur de légumes. Et ce chef, c'était tout simplement Alain Passard. 3 étoiles, l'Arpège, Paris. Et puis Sylvain a postulé. La rencontre s'est faite avec Alain Passard. Comme il dit, ça a matché. Et depuis 2002, Sylvain Picard est le jardinier d'Alain Passard qui ne fait pratiquement plus que des légumes à sa carte. Il est même depuis septembre le chef de 3 jardins, puisque Alain Passard a maintenant un jardin dans l'Eure, en plus de celui de la Sarthe à Fillet-sur-Sarthe. À Fillet, quand même, où Sylvain se trouve principalement, il organise 3 hectares de production avec 8000 hectares de serre. 8000 mètres carrés, pardon. 3 hectares de production avec 8000 mètres carrés de serre. Et il a recréé tout un jardin, entièrement, un jardin merveilleux, plein de biodiversité, un vrai écosystème qui fournit la table du 3 étoiles parisien. Il travaille selon, bien sûr, les saisons. Un autre critère aussi qui est la couleur. Il va peut-être nous en parler un petit peu pour que la couleur arrive sur la table de diverses manières. Des variétés, je dirais presque à l'infini, enfin, c'est exagéré, mais des variétés incroyables. Par exemple, il y a 80 variétés de tomates, je crois. Et puis, des légumes plutôt petits pour arriver, un peu comme tout à l'heure on voyait le plat de Jérôme, pour arriver sur la table dans des formes plus faciles à travailler. Donc, finalement, Sylvain, à l'Arpège, le territoire, c'est un peu vous, tout simplement. Bonjour. C'est un peu une partie de l'ensemble du projet d'Alain Passard, effectivement, qui a vu le jour en 2002, qui a souhaité, donc, je dirais, mettre à l'honneur le légume, et pour ça, d'avoir ses propres jardins, et de maîtriser donc tout le process de la graine à l'assiette. Donc, voilà comment a démarré l'aventure. Et donc, à partir de là, il vous a demandé de recréer un jardin qui puisse fournir... Comment vous faites pour fournir une table 3 étoiles tous les jours, en quantité? Il m'a donné les clés du Gros Chênay à Fillet-sur-Sarthe en me disant, voilà, t'es chez toi et il faut progressivement répondre du 1er janvier au 31 décembre. Les photos du jardin. Donc, à la livraison quotidienne de légumes pour le restaurant. Donc nous, on suit bien sûr les saisons, c'est la base de la cuisine. Et puis on a un planning, on a un calendrier, voilà, qui est remis en cause chaque année. Comment vous faites pour arriver à être toujours prêt et à être toujours raccord avec la carte? Ou est-ce que la carte est raccord avec vous? Comment ça se passe? C'est la carte qui est raccord avec nous, et nous, on est raccord avec la nature. C'est-à-dire que tous les jours, vous avez un contact avec le restaurant?
Oui, quotidiennement, je suis en relation avec. Betterave en croûte de sel. Je suis en relation avec soit avec Alain, soit avec Anthony Beldroga, qui est le second de l'arpège. Et puis on a des choses établies qui sont en production, qui sont en volume. Et puis après, il y a des choses qui viennent comme ça saupoudrer quotidiennement le menu, le déjeuner. Par exemple, en ce moment, à la carte d'Alain Passard, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Finalement, c'est vous qui le proposez, en quelque sorte. C'est moi, mais c'est vraiment avant tout la nature. C'est-à-dire que voilà, si on a un hiver qui est rigoureux, on va avoir des choses qui vont soit disparaître, soit arriver plus tard. Si, comme c'est le cas depuis maintenant, malheureusement, plusieurs années, on a un hiver, je dirais, relativement clément et doux, on a des choses qui viennent un peu plus tôt. Là, on est vraiment sur la période racinaire, c'est-à-dire tout un panel de navets, de radis, de céleri rave, de panais, salsifis, scorsonnaire, les choux, bien sûr, les poireaux. Donc voilà, on a hâte, et surtout en cuisine, de tourner cette page et d'arriver sur le printemps avec les premiers primeurs. Donc les fèves, les petits pois, les asperges, les choses qui viendront. Voilà. Qu'est-ce qui est majeur à la carte en ce moment à l'arpège? Le racinaire. Le racinaire, tout simplement pourquoi? Parce que c'est la betterave, c'est les 7-8 variétés de navets que l'on fait, de radis d'hiver, parce que la partie la plus chaude à cette période de l'année, c'est aussi simple que ça, et la nature a bien fait les choses, c'est le sol. Très bien. J'ai une question pour vous trois. Alors, vous verrez. Moi, je me dis qu'on peut quand même cuisiner à haut niveau sans forcément aller en achetant ces produits dans une grande surface. C'est possible, ça. Il y en a qui le font, non? On a tout sous la main. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller chercher ces produits au plus près sur les marchés ou chez les producteurs même directement? Qu'est-ce que ça donne de plus dans l'assiette? Parce que il faut quand même aussi penser qu'il y a des choses qui peuvent pas être achetées chez un producteur local. Je pense aux agrumes. En Bretagne, il n'y en a pas trop. Et je pense aussi. Il commence à y en avoir. Ah ben ça, c'est intéressant, vous allez nous dire. Et puis. C'est le changement climatique. Comment? C'est le changement climatique. C'est le changement climatique, ouais, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé non plus. Et puis, il y a les produits qui sont des produits finalement exotiques d'origine. La tomate, c'est pas un produit sartois. Pourtant, vous en faites 80 variétés. Oui, à la période où elle correspond à ces critères qu'elle a besoin, c'est-à-dire la lumière et la température. D'accord. Pas sous serre chauffée avec. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus d'aller chercher vraiment au plus près comme ça? Virginie, peut-être Peut-être le goût du terroir aussi, parce que du coup, c'est vrai que un petit pois qui a été fait traditionnellement, qui est récolté à maturité, c'est pas le même petit pois qu'on va trouver dans une grande surface. C'est pas du tout le même goût en fait. C'est le goût du produit qui est vraiment différent. Un artisan un jardinier qui travaille correctement, et c'est différent de. C'est pas du tout la même démarche. C'est au niveau du goût, surtout du légume, que ça se ressent en fait. C'est-à-dire que c'est le goût authentique, c'est un goût plus authentique. C'est complètement différent. Les petits pois que j'avais cet été, c'était du caviar. C'est des petits pois que vous prenez. Redites-nous le fournisseur. La ferme d'Artaud. La ferme d'Artaud dans le Maine-et-Loire, hein, c'est ça? Non, elle est à côté d'Angers. Oui, d'accord. Et donc, c'est des petits pois C'était vraiment très doux, très sucré. On le mangeait cru parce qu'il était vraiment... et du coup, le travail du petit pois allait jusqu'à la cosse, en fait. On utilisait la cosse, le petit pois... D'accord, d'accord. Et parce que je pense que nous, notre travail, c'est d'aller chercher effectivement ces variétés, alors dites anciennes ou pas, mais d'aller chercher ces variétés qui ont cette valeur ajoutée, le côté, je dirais, gustatif. Et puis après, il y a l'aspect fraîcheur, puisque nous, pour le restaurant, c'est au quotidien. Même je pense qu'avec voilà, ces paysans qui travaillent avec les restaurateurs, c'est la même chose. Et puis après, il y a vraiment, je dirais, une sérénité pour les cuisines, d'avoir une traçabilité, de savoir comment a poussé le légume, dans quelles conditions, et puis derrière quelle main, parce qu'il y a quand même la main de l'homme avant tout, quoi. Jérôme, est-ce qu'on peut finalement cuisiner en allant juste dans les grandes surfaces, une grande surface professionnelle qu'on connaît bien, par exemple? Moi, je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier aussi liée à notre territoire, c'est la dimension économique. Et quand on va au supermarché, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas combien de kilomètres ça a parcouru, et on ne sait pas comment est réparti l'argent sur la somme qu'on a donnée. C'est-à-dire qui a fait pousser, qui est le distributeur, combien ça coûte de marketer un produit pour pouvoir le vendre plus facilement, même si c'est hors saison. Sauf que quand on achète au plus près, là, on finance quelqu'un avec qui on a un rapport fort, souvent. On parlait d'Annie Bertin, voilà, c'est des gens qui nous construisent, qui nous apprennent.
Et en plus, on permet aussi, parce que je pense à quelqu'un, à un jeune couple qui s'installe en permaculture à 3 km du Château des Pères. Oui, leurs légumes, ils sont pour l'instant pas très beaux. Oui, ils n'ont pas beaucoup de variétés. Mais moi, au moins, quand j'achète là, je leur permets de continuer et je leur permets de s'améliorer. Je leur permets de grandir aussi. Et moi, j'apprends en échange d'eux parce que je vois aussi un jardin qui se construit. Donc, mon jardin acquiert aussi de l'expérience grâce à eux. Donc moi, je pense que la dimension économique aussi est très importante. Jérôme, vous pouvez nous rappeler combien, parce que vous avez les légumes de votre jardin et vous avez les œufs de votre poulailler, vous avez tout un système qui se met en place presque en autosuffisance, mais vous avez quand même de nombreux fournisseurs. Combien vous en avez à peu près Après, c'est tellement vaste parce qu'il y a des fournisseurs qui font qu'un produit. Donc, c'est ça. Je pense qu'après, voilà, on doit en avoir une trentaine. Ouais. Vous allez vraiment chercher dans le détail le fournisseur qu'il faut pour tel produit. Oui, bah après, je pense à Jean-Marie Pédron qui fait les algues. Effectivement, bah lui, il ne fait que des algues et on ne peut pas composer un plat seulement avec des algues. Donc après, et puis surtout, on ne veut pas rentrer dans l'autosuffisance non plus parce qu'on a besoin de s'inspirer du monde extérieur et de continuer à apprendre le plus possible. Par rapport à la question d'aller chercher au plus près, d'amener au plus près, j'avais quand même une question pour Sylvain Picard par rapport au transport. Parce que les produits d'Alain Passard sont donc produits dans la Sarthe, mais il faut les emmener jusqu'à Paris. Ils sont produits dans l'Eure, il faut les emmener jusqu'à Paris. Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même, là, écologique, d'avoir à faire autant de kilomètres chaque jour finalement ? Effectivement, il y a cette distance. Par contre, au départ, Alain a regardé un petit peu autour de Paris, mais le foncier était impossible. Après, c'est une rencontre qui a fait cette arrivée à Fillet-sur-Sarthe. Alors, on a essayé de boucler la boucle. On emmène les légumes et on achemine sur les jardins, tous les déchets compostables du restaurant, c'est-à-dire les épluchures, de manière à pas faire un trajet à vide, quoi. D'accord. C'est comme ça que vous compensez en quelque sorte le bilan carbone. Oui, le bilan carbone, tout à fait. D'accord. Par rapport à la sélection des produits, j'ai une question pour Virginie Giboire, qui adore travailler le poisson, qui m'a dit que si elle pouvait, elle mettrait que du poisson à sa carte. C'est bien ça ? Avec du légume. Avec du légume, évidemment. Dans son livre récent, qui est une sorte de plaidoyer pour le bien manger, qui s'appelle « Pour une révolution délicieuse », Olivier Rollinger parle de ce problème de se fournir en poisson et dit qu'en gros, même les grands chefs, finalement, quand ils vont chercher du poisson, ce qui les intéresse, c'est d'abord le prix et la fraîcheur par rapport aux marieurs. Vous, comment vous sélectionnez votre poisson ? Comment vous sélectionnez vos fournisseurs ? Est-ce que vous allez au-delà ? C'est-à-dire, est-ce que vous posez des questions sur le lieu de pêche, sur la hauteur des stocks de poissons à ce moment-là, la taille du poisson, qui sont quand même importants par rapport au renouvellement des espèces Par rapport à tout ce qui est poisson, ça marche aussi comme les légumes. En fait, c'est sur une saison. Donc en fait, on est en ce moment, c'est le merlan qui est de saison. On recommence avec la barbue. On va pas acheter du homard parce que c'est pas en ce moment, quoi. Donc du coup, c'est plus, on va fonctionner sur ces mêmes principes de saison. Et après, sur des criées, on a 2 fournisseurs qui travaillent que des criées bretonnes. Donc du coup, après, ça arrive aussi qu'on aille sur les Saint-Jacques de Normandie. Ça dépend aussi du produit, en fait. D'accord, donc vous êtes aussi sur une démarche très locale et de confiance avec le marieur qui va pas aller sur des saisons hors saison, quoi. J'ai une question sur la viande aussi, c'est peut-être plus pour Jérôme. Jérôme, est-ce que vous les végétariens, la mode du vegan, etc., est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement va dans le bon sens? Ou vous qui êtes aussi un amateur de viande, de cochon et de volaille, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis pas que amateur de viande parce que j'aime en manger. C'est aussi parce que je vis avec les gens qui m'entourent. Et quand je vais dans une ferme, il n'y a pas que des légumes qui poussent, il n'y a pas que des céréales qui poussent. Et si on veut prendre le territoire dans son entièreté, il faut comprendre comment tout fonctionne et qu'il y a un cycle, en fait. Et il y a des cycles qui sont bons, des cycles qui sont mauvais. Et on s'en rend compte que des années plus tard, souvent. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est compliqué, l'agriculture aussi, et que c'est un impact qui est toujours assez long. Donc, moi, après, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas laisser un pan
un pan entier, donc par exemple ici la viande c'est le sujet qu'on aborde, et de dire ah ouais mais trop de viande, élever des animaux, en plus ils sont malheureux, on fait pousser des céréales qu'on leur donne à manger alors qu'en fait nous on pourrait aussi manger ces céréales. Je pense qu'en fait ce serait occulter le problème et pas le résoudre. Sauf que là encore, je parle déjà encore d'économie, mais quand j'achète de la viande, je peux savoir à qui je l'achète, comment elle est élevée, si c'est dans de bonnes conditions ou pas, comment elle est nourrie, est-ce que l'agriculteur fait pousser ses céréales ou pas. Et je me dis qu'en achetant à ces personnes-là, on peut aussi faire que le monde de la viande soit quelque chose de beau et de bien fait. Parce que les déchets qui viennent des animaux servent aussi à nourrir la terre dans laquelle on peut ensuite planter à nouveau des céréales ou des légumes. Et c'est le cercle dont parlait Sylvain donc, aussi. Ouais. Donc après, on essaye de tendre vers un cercle vertueux et pour moi, l'élevage fait partie de ce cercle vertueux. Mais là encore, il faut savoir à qui on achète la viande, comment elle est produite. Mais il ne faut pas occulter le problème, il faut plutôt être acteur et choisir de ce que va faire demain la viande, les légumes, les céréales. Voilà, c'est l'impact en général qu'il faut voir. Est-ce que vous pensez, tous les trois, que la gastronomie française s'est à un moment donné coupée de son territoire et de ses racines? Est-ce que vous pensez que dans les, peut-être, je ne sais pas à quel moment, à quelle époque, mais est-ce que vous pensez qu'il y a eu ce mouvement-là de un peu plus hors sol qu'aujourd'hui? Qui commence? Je prends la parole. Non, je pense pas. À un certain niveau, je pense pas. Et puis après, je pense qu'au niveau des convictions des personnes, elles n'ont pas évolué au fur et à mesure du temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la génération ou les générations là, qui arrivent, qui ont pris conscience de certains problèmes, notamment environnementaux, mais aussi de graves problèmes sanitaires. Il y a eu la crise de la vache folle. Il y a eu dernièrement le poulet à dioxine. La crise de la vache folle, c'est ce qui a fait le déclic chez Alain Passard. Pour Alain, c'était le déclic, oui. Ou presque tout légumes, enfin voilà, en tout cas pour plus avoir de viande. Voilà, pour Alain en tant que chef, mais aussi une part de conscience importante de la part des consommateurs. Et donc je pense que toutes les générations, en tout cas je dirais au niveau de la cuisine proprement dite, les gens qui veulent bien travailler ont toujours été à la recherche d'un producteur localement pour avoir des produits de qualité, de fraîcheur et une identité, quoi. Oui, mais il n'y a pas que des gens qui veulent bien travailler. Enfin, il y a aussi, on retrouve, comme on disait tout à l'heure, des tomates des mois d'hiver ou des asperges en plein janvier à certaines Mais effectivement, il y a de tout, comme vient de l'évoquer à l'instant au niveau de la viande. Vous avez des très bons paysans, des très bons producteurs sur des races locales qui respectent voilà, tout l'ensemble du système. Et puis, vous avez aussi à côté toute la grande distribution qui doit répondre à une demande où là, c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Mais à un moment, vous m'avez dit, Sylvain, dans les années 80-90, on est allé dans le mur. Et aujourd'hui, on sort un peu du mur. Oui, c'est cette génération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est cette génération où on a été vraiment sur l'intensif, le productivisme. Et aujourd'hui, on a vraiment conscience de tout ce que ça a apporté, je dirais, comme souci à l'environnement, souci au niveau du territoire également. Tout le maillage qui a été détruit par rapport aux haies bocagères, par rapport à tout un écosystème. Les haies bocagères que vous avez reconstituées dans le jardin? Dans le jardin, voilà, ça fait partie. Parce que c'est la base d'un écosystème, hein, tout gravite autour de cela. Et aujourd'hui, les générations, on le voit bien, il n'y a jamais eu autant de jeunes à vouloir s'installer. Alors principalement, je dirais, vers le végétal, donc en maraîchage, mais aussi également sur le monde animal, mais parce que les gens veulent revenir, je dirais, aux sources, se mettre au vert, voilà quoi. Et de plus en plus de jeunes chefs aussi, justement à aller à l'encontre peut-être de leurs aînés, peut-être, et ouvrir leur restaurant sur d'autres bases, sur d'autres codes, d'autres façons de faire. Vous avez ce sentiment, Virginie et Jérôme? On le voit un peu sur Rennes déjà. Oui. On a pas mal de restaurants qui ouvrent, beaucoup de jeunes, et c'est ça qui est intéressant. Et ils ont vraiment la démarche d'aller chercher le produit. On les voit, on les voit sur le marché des Lys, et c'est vraiment eux qui, ils ont cette démarche-là de vraiment partir sur le bon produit. Et dans les hautes sphères, on va dire, de la gastronomie française, il y a aussi un mouvement qui s'est établi autour de ça, de ce retour aux racines, ce retour aux produits. Vous avez ce sentiment-là ou... Pour moi, ça se passe un peu plus en région. Ça se passe plus en région. Voilà. Après, à Paris, la facilité, c'est... alors, quand je travaillais au Mandarin, on avait des... c'est sûr, on avait des producteurs avec qui on travaillait qui avaient des très très beaux produits. Après, il y a la facilité, il y a Rungis, il y a les vergers Saint-Eustache. Mais du coup, c'est vrai Rungis qui n'est pas... on en
parlait avec Sylvain, qui n'est pas simple. Enfin, il y a de tout à Rungis. Il y a de tout, ouais. Il y a il y a de tous les produits, ça vient du monde entier. Donc après, c'est. Il y a aussi, ce que je veux dire, dans la qualité aussi, il y a de voilà, c'est ça aussi. Ouais. Mais après, il y a au niveau restauration, même sur Paris, sur Rennes, il y a de tout aussi. Donc il y en a pour tout le monde. Enfin, après, ça dépend de la sélection des gens, mais. C'est vrai que je pense que c'est vraiment un travail qui se fait en région et je pense qu'on est fiers de notre région et on est fiers de montrer les produits qui s'y produisent aussi. Donc c'est dans cette démarche-là, je pense. Jérôme, vous avez l'impression de faire partie d'un mouvement comme ça de jeunes chefs qui sont chefs mais qui ne sont pas que chefs. Et vous aimez bien ça, pas être qu'un cuisinier? Moi, j'ai l'impression d'y être, parce que je passe beaucoup de temps en cuisine, donc j'espère que c'est pas pour rien. Après, non, c'est pas pour rien. Après, sur le fait de dire on a changé en cuisine, on veut faire de nouvelles choses, on veut se tourner vers le local et tout, je vais pas trop reprocher aux générations d'avant, parce que nous, c'est peut-être un petit peu plus facile aujourd'hui de le faire, parce que les convives, ceux qui viennent manger dans nos restaurants, sont aussi aujourd'hui avertis. Sont plus avertis. Et sont conscients des problèmes qui ont été causés les années d'avant. Ils vous posent des questions sur les produits comme ça, sur les... Oui, il y a des questions parce qu'après, quand on sort des produits de nulle part, quand on sert des pousses de sapin qu'on a récoltées au printemps, en plein hiver, parce qu'on les a fait macérer dans telle ou telle préparation, on a des questions qui arrivent. Mais après, voilà, il y a dans les années 70 ou 80, ce qui était génial quand on allait manger au restaurant aussi, c'était de pouvoir manger de la mangue, pouvoir manger de l'ananas, pouvoir avoir de la vanille, ce qui n'était pas accessible avant. Donc aussi, le consommateur, lui, quand il allait manger quelque part, il s'attendait à autre chose. Et il avait ses attentes, ses exigences, parce que nous, cuisiniers, on est aussi dans une entreprise et on a besoin que les gens viennent, on a besoin d'en vivre et d'en faire vivre nos collaborateurs. Et là, aujourd'hui, on est face à des gens qui ont aussi une prise de conscience. Donc, on saute sur l'occasion parce qu'on en est convaincu aussi, mais c'est un mouvement commun. Donc, je ne peux pas non plus dire que ceux d'avant, ils ont fait une erreur. Parce que nous, on en tire. Nous, pour nous, c'est facile de tirer une conclusion des erreurs d'avant. Donc, mais par contre, il faut la saisir. Il faut se dire maintenant qu'on est tous d'accord, allons-y. Donc, vous êtes peut-être revenu à une fonction plus nourricière que celle de vos aînés finalement, plus sur la nourriture et le bon et le sain. Peut-être on peut conclure avec ça et peut-être passer aux questions d'ailleurs du public sur cette question-là. Finalement, est-ce que le cuisinier d'aujourd'hui, le chef ou le chef d'autrefois, et pas plus un nourricier, et les consommateurs sont pas plus des mangeurs de bon et de sain, en espérant que ce soit vraiment un mouvement qui grandisse. Est-ce que à ce moment-là, on peut peut-être passer à des questions, si vous en avez dans la salle, pour nos invités? Les questions SMS que je vois s'afficher à l'écran. L'approvisionnement en épices peut-elle se faire uniquement en local? Ça rejoint un petit peu l'ananas et la mangue. Après, les épices, c'est un mot compliqué, je trouve. Parce que pour moi, si on ramasse des coulmelles, par exemple, qui ne sont pas un champignon qui est extrêmement connu, mais par contre qui est très facile à reconnaître et à ramasser, qu'on le fait fumer, qu'on le fait sécher et qu'on le réduit en poudre et qu'on le rajoute à un bouillon, en fait, ok, ça ne vient pas d'Asie ou d'Amérique du Sud, mais pour moi, c'est une épice. En fait, l'épice, c'est quelque chose qui vient assaisonner un plat d'une façon un peu particulière, d'une façon notable. Donc finalement, juste à côté de chez nous, on en a des épices. C'est juste qu'il faut les imaginer, quoi. D'ailleurs, dans le jardin de Sylvain, il y a aussi toutes sortes de choses, notamment les petites. Alors, c'est pas des épices, mais toutes les petites herbes que vous délivrez tous les jours au restaurant pour relever un plat, pour. Ce qu'on appelle les jeunes pousses. Voilà, les jeunes pousses. À ne pas confondre avec les graines germées. Ce ne sont pas des graines germées, c'est vraiment des jeunes pousses. Et après, on a un panel de fleurs comestibles, de légumes, bien sûr, de fruits, et puis de plantes aromatiques qui évoluent au fur et à mesure des saisons. Voilà, qui viennent agrémenter de la terre sartoise. Voilà, de la terre sartoise. Qui ne sont pas exotiques en tant que telles. Une autre question par SMS, mais n'hésitez pas à lever la main. Il y a une question là-bas. On vous écoute. Oui, bonjour, pardon. Moi, il y a un volet qui n'a pas du tout été abordé, c'est l'aspect budgétaire. Comment pensez-vous rendre cette belle cuisine accessible à tous les budgets? C'est une bonne question. Merci.
Qui se lance? Après, c'est pas, enfin, le budget. Comment dire? On est sur des produits déjà on essaye de partir sur des produits de qualité. Alors après, c'est vrai que nous, on a un certain budget déjà. Enfin, on est une entreprise, donc après, on a un coût matière à respecter et tout. Après, nous, la qualité, c'est très important pour nous. Les prix sont à la hauteur de la qualité. Après, on n'est pas sur des gammes de prix qui sont, je pense, exorbitantes. On est quand même assez accessible, je pense, parce que... Est-ce que vous pouvez donner Après, il y a aussi la valeur ajoutée. On peut manger pour combien à peu près chez vous? Au déjeuner, 32 €, entrée plat dessert. Entrée plat dessert au déjeuner? 30 €, entrée plat dessert. Dans les 30 €. Alors chez Passard, c'est un peu plus cher. Un petit peu plus cher. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est chez Passard, c'est 3 étoiles. Après, le projet sur lequel je suis, effectivement, a pu voir le jour parce que derrière, faut le reconnaître, il y a un chef 3 étoiles. Donc, on a grosso modo, l'Arpège, c'est 60-65 couverts. Et sur les deux jardins, nous sommes 10 maraîchers à travailler pour le restaurant. Donc, ça peut se faire que par, effectivement, un 3 étoiles. Et puis après, il y a une brigade. L'entreprise fait on est 45 à 49 personnes en permanence. Donc, voilà. Oui, ça coûte cher de produire. Évidemment, ce genre de plat, enfin, je parle notamment là pour l'arpège, mais ça peut coûter moins cher aussi. Enfin, c'est pas uniforme. Après, ça coûte cher aussi parce que nous, on traite dans le jardin annuellement. Donc, on évoquait les tomates avec chaque année, on est à peu près sur 80 variétés de tomates diversifiées sur la production. Mais sur l'ensemble du jardin, donc avec les fleurs, les aromatiques, etc., on approche les 400 variétés. Donc, tout ça, c'est récolté manuellement. Il ne faut pas oublier que quand on récolte les petits pois, comme tu les aussi au ciseau. Les pousses, c'est au ciseau, quotidiennement mis en barquette. Les petits pois, tout est récolté à la main. Pourquoi? Parce qu'on peut voir la maturité du produit, c'est-à-dire que s'il n'est pas bon le lundi, qu'il doit attendre le mercredi ou le vendredi, on a ce luxe, parce que c'est du luxe, de faire attendre le produit pour l'arpège 24-48 heures, voire au-delà, quoi. La qualité a un coût, c'est vrai? La qualité a un coût. On peut pas... En tout cas, en termes de prix, la matière première qu'on utilise la plupart du temps, elle ne vaut pas très cher. Si on va au marché, si on va acheter chez Annie Bertin ou chez les Bossel ou ce genre de maraîcher, le produit de départ, il n'est pas si cher que ça, vu la qualité du produit. Après, nous, quand vous venez vous asseoir à une table, vous payez aussi toute la main-d'œuvre. Parce que pour le coup, on n'achète pas un produit semi-élaboré. Il faut le laver, il faut l'éplucher, il faut le mettre en valeur parce que quand les gens viennent au restaurant, ils s'attendent à vivre une autre expérience que celle de la maison. Mais en fait, on a les mêmes produits et les mêmes dépenses au départ. Donc, je pense que chez soi, on peut acheter les mêmes produits que dans un restaurant. Et puis après, savoir aussi de chaque foyer comment on gère son portefeuille et qu'est-ce qui est important, si c'est plus la nourriture, si c'est plus le vestimentaire, la culture. Voilà, c'est des choix. Alors justement, il y a une question SMS qui est en lien. Comment le petit consommateur peut revenir aux produits du terroir? Voilà, comment le petit consommateur. Rien qu'en allant au marché, je pense que c'est déjà le premier choix, quoi. Faire le marché. Faire le marché déjà. Puis après, il y a toutes les solutions d'achat alternatives, c'est-à-dire les marchés à la ferme, les AMAP, alors avec des avantages, des inconvénients. Mais je pense que c'est aussi le consommateur, en allant régulièrement tester toutes ces filières un peu alternatives, qui va aussi trouver ce qui lui convient par rapport à son fonctionnement, à son quotidien, à son rythme. Et puis voilà, après, les vendeurs de produits en direct, ils s'adaptent aussi parce qu'ils ont besoin de vendre leurs produits. Donc le consommateur, en allant vers ces gens-là, il construit aussi la solution. Mais c'est une forme d'investissement. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est pas passif. On ne peut pas attendre que ça vienne pour aller voir. Comme on dit, consommateur, je veux dire, c'est chacun. Consommateur, voilà, ouais, il voit où il met sa priorité, son budget. Et puis après, effectivement, quand il va dans une grande surface, c'est noyé sur un étal de légumes exotiques qui viennent du Maroc, d'Espagne, de Hollande, etc. On s'y perd très facilement. Quand on va sur les marchés, mais qu'on va chez le petit producteur et non pas chez le revendeur, parce que là, c'est pareil, on peut aller sur le marché, mais un revendeur, où tu vas trouver de la tomate et au mois de décembre qui vient, voilà. Et ben, tu es confronté à un banc qui est devant toi, où actuellement, théoriquement, ce sont les courges, ce sont les racines, etc. Et il faut composer avec ça. Mais après, il y a aussi, je dirais, la façon de cuisiner le produit. Il faut aussi sortir de toujours un velouté ou un potage et ne pas hésiter à faire des associations. Voilà, comme quoi, faire par de la exemple, cuisine. des associations avec donner une idée.
Mélanger du cru, du cru, du cuit sur un même produit, sur de la carotte, sur de la betterave, ne pas hésiter à manger de la betterave crue, d'apporter du miel, d'apporter des choses qu'on a localement et très facilement autour de chez nous. Voilà. D'autres questions? Bonjour, vous avez parlé saisonnalité, circuit court, j'adhère totalement, mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est agriculture biologique. Alors c'est une évidence pour vous? Je pose la question à mes invités. Donc moi, le biologique là-dedans, ouais, c'est comment ça se situe? Alors moi, personnellement, je ne me suis pas défini comme maraîcher biologique, puis parce que je ne suis pas labellisé, hein, tout simplement parce que je n'ai pas besoin du label, étant donné qu'on est salarié de l'ARPEJ. Mais après, bien sûr que derrière l'agriculture biologique, plus il va y en avoir sur l'espace français, sur le territoire, mieux ça sera par rapport, je dirais, à l'environnement. Après, aujourd'hui, il y a une demande très très importante par rapport aux consommateurs, mais aussi aux collectivités, hein, qui veulent faire rentrer de plus en plus les cantines notamment, de bio dans les menus. Et après, il y a des choses, voilà, quand on exploite sur 300 ou 400 hectares un seul produit comme de la carotte pour répondre à cette demande ou la demande des grandes surfaces, et qu'on a un label bio, personnellement, il y a des choses qui m'interrogent un petit peu. Mais plus, voilà, par rapport à le fait de ne pas faire... Vous pensez que c'est contradictoire? Il devrait y avoir un cahier des charges qui est déjà, je dirais, avec un certain nombre de contraintes en France, mais qui devrait être au-delà, avec la remise en place des bocagères qui devrait être présente, la présence de ruches à l'intérieur de cette exploitation, et puis essayer de faire en sorte de diversifier un minimum sur un territoire. Voilà. Virginie, Jérôme, le bio Moi, le bio, ça n'a pas été dans ma démarche. Ça a été plutôt les rencontres avec les gens. Je ne suis pas allée parce qu'elle travaillait en bio, parce que voilà, c'était vraiment la rencontre. Avec Annie Bertin, on est allé la voir, on est allé visiter son exploitation, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. Après, Hélène, de la ferme d'Artaud, c'est pareil. En fait, on s'est rencontrés, et on a travaillé ensemble qu'à partir du moment où on était allé sur son exploitation. Donc moi, je travaille plutôt avec... je rencontre les personnes, et en fait c'est un travail à deux, en fait, et c'est plutôt dans cette démarche-là. Je ne me suis pas dit elle est bio, elle est bio. Un compagnonnage. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, le bio c'est super pour plein de raisons. Après, je pense que c'est un label qu'il va falloir faire évoluer. Donc, est-ce que c'est en changeant le nom ou est-ce que c'est en changeant le cahier des charges? Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi la grande distribution qui se l'accapare. Donc parfois, voilà, si on mange un produit bio mais qui a traversé la planète, je préfère avoir quelqu'un qui n'a pas eu la certification bio, mais qui est, comme dit Virginie, des gens qu'on a rencontrés et qui on a pu parler. Ils n'ont pas la certification, mais quand on va sur le terrain, on voit très bien que c'est clean et qu'ils font tout comme il faut, que les graines sont saines, que voilà. Donc ça ne peut pas être une référence unique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'il faut peut-être ramener à évoluer, quoi. À faire évoluer, pardon. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur. Oui, bonjour. On a parlé un peu de poissons et j'avais une question par rapport aux poissons ou aux crustacés. Est-ce que vous vous intéressez aussi à l'élevage de ces produits aux fermes aquacoles? Voilà. Un petit peu, forcément, puisque comme on fait attention aux ressources naturelles et qu'on s'aperçoit que le cabillaud, c'est un poisson qu'il faut arrêter d'acheter, par exemple. Pourquoi il faut arrêter d'acheter le cabillaud? Parce qu'il va disparaître, tout simplement. Parce qu'en plus, les tailles autorisées ne sont pas forcément des poissons qui ont eu le temps de se reproduire ou pas suffisamment. Voilà. La Saint-Jacques, c'est super, mais il faudrait plutôt faire une Saint-Jacques de plongée, parce que quand on drague les fonds, on arrache tout, et donc au détriment de d'autres espèces. Donc l'élevage, oui, mais là, c'est pareil, c'est extrêmement compliqué, parce que si on fait un élevage de poissons qui pollue l'espace dans lequel il est, et qui empêche les autres espèces naturelles présentes de persister, donc il faut bien le faire, et là encore choisir à qui on donne son argent. Moi je pense à quelqu'un qui s'est installé, c'est près de l'île de... ça va être l'île d'Ouate, ou voilà, mais en fait c'est des bassins en fait qui peuvent se déplacer, et en fait ça a été étudié pour que les déjections de poissons
tombent au fond, mais en fait c'est des fonds où il y a beaucoup de coquillages qui filtrent. Donc en fait toutes les déjections c'est pas un problème, et à la fois c'est couplé à de l'élevage de micro-algues qui elle est capable de retransformer tous les gaz, voilà, tout l'azote, tout ce qui est rejeté en fait par le poisson, tous les gaz nocifs dans l'eau, et en fait ces algues-là sont chargées de retransformer. Et puis comme c'est déplaçable, si jamais ils s'aperçoivent que ça pose problème aux espèces présentes, ils vont le déplacer et l'emmener ailleurs. Donc oui pour l'élevage, mais il faut que ce soit bien fait. Et puis attention à l'alimentation, attention à la surcharge dans les bassins. Donc si on le fait, il faut sponsoriser les bons, quoi. D'autres choses sur l'élevage des poissons? Virginie, vous ne travaillez pas du tout avec du poisson d'élevage? Non, pas du tout. Autre chose? Autre question? Pas d'autres questions? Alors merci à vous. Merci. Beaucoup. Merci.